Je m'appelle Karina Delorme. J'ai 58 ans et je suis à la retraite depuis 3 ans. J'ai travaillé comme caissière au marché frais, l'épicerie de Sainte-Colombe-sur-Loing, pendant 26 ans. C'est une petite ville de Bourgogne où tout le monde se connaît. Mon mari, Henri, est mort il y a 4 ans d'une crise cardiaque. Il a été électricien toute sa vie et m'a laissé un joli pécule et une maison dans la rue des Cerisiers. Nous avons eu 2 enfants. Notre fille Valérie, qui avait 32 ans à l'époque, était mariée à Léo Martin et vivait dans un appartement en location. Et un fils, Adrien, 29 ans, avocat dans un grand cabinet à Paris, célibataire, un carriériste pur et dur. Valérie travaillait dans le centre d'appel d'une compagnie d'assurance. Pas le meilleur des boulots, mais que voulez-vous? Je vivais seule et j'y étais habituée, même si parfois je me sentais seule dans cette maison vide. La maison était petite, 2 étages avec une façade en bois vert qu'Henri avait peint un an avant de mourir. En bas, il y avait la cuisine, le salon et ma chambre. À l'étage, 2 pièces qui avaient été autrefois les chambres des enfants. Ce samedi-là, j'avais rendez-vous avec Hélène Dubois au café de la mairie. Hélène était ma meilleure amie depuis l'école. Elle avait 61 ans et travaillait à la bibliothèque municipale. Elle faisait partie de ces gens qui vous disent toujours la vérité, même si elle est désagréable. Parfois, c'était agaçant, mais le plus souvent, ça m'aidait. Nous étions amis depuis plus de 40 ans, à travers les mariages, la naissance des enfants et la mort de nos parents. Hélène ne s'était jamais mariée, disant qu'elle n'avait pas rencontré le bon, bien qu'elle ait eu ses admirateurs. Je me souviens que, plus jeune, elle était sortie avec un professeur d'histoire d'une ville voisine, mais ça n'avait pas marché. Le café se trouvait au centre de la ville, à côté de la poste et de la pharmacie. C'était un petit endroit confortable avec des nappes à carreaux et des photos du vieux Sainte-Colombe-sur-Loing sur les murs. Autrefois, c'était un snack qui ne servait que des hamburgers et du café, mais il y a 10 ans, les nouveaux propriétaires l'avaient transformé en un café décent. Hélène était déjà assise à notre table habituelle près de la fenêtre, sirotant son café et lisant le journal local. Elle était impeccable comme toujours. Ses cheveux gris étaient tirés en un chignon décontracté, ses lunettes perchées sur le bout de son nez, et elle portait le même gilet bleu marine qu'elle mettait depuis 5 ans. Autour de son cou pendait une chaîne en or avec une croix, un cadeau de sa défunte mère. « Bonjour, Hélène », dis-je en m'asseyant en face d'elle. « Désolée, je suis en retard. J'avais mis beaucoup de temps à choisir quoi porter. Ne t'inquiète pas, ce n'est que 5 minutes. » Elle posa le journal et me regarda attentivement. « Tu es radieuse aujourd'hui. Que s'est-il passé? » En effet, j'avais passé plus de temps que d'habitude à soigner mon apparence ce matin-là. J'avais choisi ma plus belle blouse, une bleu ciel que j'avais achetée l'année dernière pour l'anniversaire de Valérie. J'avais même mis un peu de rouge à lèvres, ce que je ne faisais presque jamais. J'étais de bonne humeur depuis le matin, et je savais pourquoi. Sophie, la serveuse, qui travaillait là depuis 10 ans, s'approcha de notre table. C'était une femme d'âge moyen toujours souriante, même si elle savait que les choses n'allaient pas bien chez elle. Son mari buvait. Et son fils ne trouvait pas de travail après son service militaire. « Le café au lait habituel ?» demanda-t-elle. « Oui, et une part de tarte aux pommes », répondis-je. « Et un autre café pour moi », ajouta Hélène. « Et je prendrai aussi une part de tarte. C'est samedi. On peut se le permettre. » Quand Sophie s'éloigna, je me penchai vers Hélène et baissai la voix. « Tu te souviens que je t'ai parlé du projet que je préparais pour Valérie? » « Bien sûr, je me souviens. L'appartement pour elle et ceux. Comment s'appelle-t-il déjà? Léo. Je suis allée voir l'avancement des rénovations hier. Hélène, c'était incroyable. Ils ont presque fini. Les sols sont magnifiques. Un vrai parquet en bois. La cuisine a de nouveaux appareils, un réfrigérateur, une cuisinière, un lave-vaisselle. La salle de bain a une douche et de nouveaux sanitaires. Il y a 2 chambres, une grande d'environ 15 mètres carrés, et l'autre plus petite, peut-être pour les enfants un jour. Les fenêtres sont orientées au sud, donc il y a du soleil toute la journée. Et il y a un balcon, petit mais agréable. Hélène hocha la tête, mais ses yeux trahissaient une certaine inquiétude. Elle enleva ses lunettes et les essuya avec une serviette, comme elle le faisait toujours quand elle réfléchissait à quelque chose. « Combien tout cela t'a-t-il coûté? » 120 000 € pour l'appartement, plus 20 000 pour la rénovation. Mais ça en vaut la peine. Valérie sera si heureuse. Elle ne se doute de rien. Tu imagines son excitation quand je lui montrerai les clés? Karina, dit Hélène,
en posant délicatement sa tasse sur la soucoupe. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Je veux dire, de ne pas lui en parler à l'avance. Peut-être devrais-tu en discuter avec elle d'abord. Non, non, c'est une surprise, dis-je en agitant la main. Elle a toujours rêvé d'avoir son propre chez-soi. Tu sais à quel point c'est difficile pour eux de payer un loyer? La propriétaire augmente le loyer tous les mois et l'appartement est vieux. Les radiateurs ne fonctionnent pas bien en hiver. Valérie se plaint de devoir parfois porter plusieurs pulls à la maison. Et en été, il n'y a pas de climatisation, donc c'est étouffant. Le toit fuit quand il pleut fort. Il paie 800 € par mois pour ce taudis. Sophie apporta nos commandes. La tarte avait l'air délicieuse avec une croûte dorée et un arôme de cannelle. J'en coupai un morceau et commençai à mâcher, pensant à quel point tout serait merveilleux. Les ouvriers disent que ce sera prêt dans un mois. Continuai-je. 1 mois et demi au plus. Ils finissent de peindre les murs et de poser le carrelage dans la salle de bain. Le carrelage est magnifique, couleur crème avec un motif doré. J'ai hâte de le montrer à Valérie. Elle va être sous le choc. J'espère que ce sera un choc positif, murmura Hélène. Que veux-tu dire? Rien. Rien. C'est juste que parfois les surprises sont inattendues, pas seulement pour ceux qui les préparent. Je ne compris pas ce qu'elle voulait dire, mais je décidai de ne pas insister. Hélène pouvait être parfois trop prudente. Elle ne s'était jamais mariée et n'avait pas d'enfant, alors elle ne comprenait pas toujours ce que signifiait être mère. Tu sais, j'ai toujours rêvé de donner à mes enfants plus que ce que j'ai eu, dis-je. Henri et moi avons grandi dans la pauvreté. Mes parents louaient un studio en sous-sol, et chez Henri, ils étaient 8 enfants. Nous nous sommes jurés que nos enfants auraient une vie meilleure. Et vous avez réussi. Adrien est un avocat à succès. Valérie a un travail et un mari. Mais ce n'est pas suffisant. Regarde Adrien. Il vit à Paris dans un bel appartement et gagne bien sa vie. Et Valérie, elle est coincée dans cette location, joignant à peine les deux bouts. Ce n'est pas juste. Peut-être est-elle responsable de ses propres problèmes. Que veux-tu dire? Eh bien, elle a choisi Léo. Il travaille dans un entrepôt et ne gagne pas beaucoup d'argent. Elle aurait pu trouver quelqu'un avec plus de perspectives d'avenir. Hélène, m'exclamai-je, indignée. Elle s'est mariée par amour, pas pour l'argent. Léo est un bon gars. Il n'a juste pas eu les mêmes opportunités qu'Adrien. D'accord, d'accord. Hélène leva les mains. Je ne voulais pas te vexer. Je pense juste que les enfants adultes devraient résoudre leurs propres problèmes et que les mères devraient aider quand elles le peuvent. Nous avons bavardé d'autres choses. Le nouveau curé de l'église, un jeune homme d'une trentaine d'années venu d'Orléans qui essayait de moderniser les messes. Hélène n'était pas contente, disant qu'il était trop libéral. Nous avons discuté des projets du maire de goudronner la route menant au cimetière et de la hausse des prix dans les magasins. Le lait était déjà à 1,50 € le litre, et je me souvenais du temps où il coûtait moins d'1 €. Hélène me parla des nouveaux livres arrivés à la bibliothèque. Les gens s'intéressaient surtout aux romans policiers et aux romans d'amour. Elle se plaignait des adolescents qui venaient là non pas pour lire mais pour utiliser l'Internet gratuit. Ils restaient des heures à jouer à des jeux et à écouter de la musique avec leurs écouteurs. La bibliothèque était un lieu de calme et de réflexion, soupira-t-elle. Maintenant, c'est comme un cybercafé. Au moins, les jeunes y vont, objectai-je. Mieux vaut qu'ils soient à la bibliothèque que de traîner dans les rues. Peut-être que tu as raison. Je racontai à Hélène comment j'avais réparé le robinet de la cuisine la semaine dernière. J'avais dû appeler un plombier et j'avais payé 150 € pour une demi-heure de travail. Henri aurait pu le faire lui-même. C'était un bricoleur. Depuis sa mort, toutes les réparations ménagères étaient devenues des dépenses sérieuses. Tu aurais dû m'appeler, dit Hélène. Mon voisin Franck sait réparer les robinets. Il t'aurait fait payer un prix symbolique. Je le ferai la prochaine fois. À la table voisine, un couple de personnes âgées que j'avais vu à l'église. Le mari lisait le journal et sa femme tricotait quelque chose de rose. Ils buvaient leur café en silence, échangeant occasionnellement quelques mots. Je me demandais à quoi ils pensaient. Ils étaient probablement ensemble depuis 40 ans et trouvaient encore des choses à se dire. Bon, je dois y aller, dis-je en regardant ma montre. Je veux passer à l'épicerie avant qu'elle ne ferme. On se voit à l'église dimanche. Bien sûr. Et Karina? Hélène posa sa main sur mon épaule.
Sois prudente avec cette surprise. Tout le monde n'aime pas qu'on décide pour eux. Que veux-tu dire? Rien de particulier. Pense juste à comment tu réagirais si quelqu'un t'achetait un appartement sans te demander ton avis. Je serais ravie. Peut-être, peut-être pas. Je payais notre commande, 12 € et un pourboire, fis la bise à Hélène et quittai le café. Il faisait assez frais pour octobre, mais le soleil brillait. Les feuilles des arbres avaient jauni, et certaines étaient déjà tombées. Je décidai de marcher jusqu'au magasin au lieu de prendre la voiture. C'était bon pour ma santé et j'étais de bonne humeur. Je descendis la grande rue, saluant de la tête les connaissances que je croisais. Il y avait Madame Connor qui promenait son vieux labrador Baxter, qui pouvait à peine bouger ses pattes. Il y avait Monsieur Davis qui peignait sa clôture, travaillant lentement et avec soin. Un samedi typique dans une petite ville. Je croisai une jeune mère avec une poussette. Elle avait l'air fatiguée. Son bébé pleurait et elle berçait la poussette en lui murmurant des mots doux. Je tournai dans la rue des Ormes où se trouvait le marché frais. C'était un endroit familier où j'avais passé la majeure partie de ma vie d'adulte. C'est là, près de l'arrêt de bus, qu'une femme m'interpella. Karina Delorme. Je me retournai et vis Isabelle Morin, une femme d'une quarantaine d'années qui vivait dans le même quartier que Valérie. Nous n'étions pas très proches, mais nous nous croisions parfois au magasin ou dans la rue. Isabelle travaillait dans une banque comme conseillère clientèle. Je crois qu'elle avait 2 adolescents et un mari plombier. Ils semblaient former une famille heureuse, avec une maison soignée et une voiture neuve. « Bonjour, Isabelle, dis-je. Comment vas-tu? » « Bien, merci, dit-elle en se rapprochant. Et je remarquai qu'elle avait l'air un peu embarrassée. « Écoute, Karina, je voulais te parler de Valérie. » « Qu'y a-t-il à son sujet? » « Eh bien, tu sais, nous habitons à côté et... » Elle regarda autour d'elle comme si elle avait peur que quelqu'un l'écoute. Ils ont fait une fête avant-hier soir. C'était assez bruyant. De la musique tard dans la nuit, des rires, des cris. Je ne voulais pas m'en mêler, mais les voisins ont commencé à se plaindre. Une fête? Fus-je surprise. Quoi? Ils n'ont pas le droit de s'amuser un peu? Bien sûr que si. Isabelle tripota la lanière de son sac. Mais le fait est qu'ils étaient, eh bien, assez ivres. Valérie et Léo et quelques autres personnes. Valérie est même tombée dans le jardin en montant dans sa voiture. Léo tenait à peine debout. Et un de leurs invités. Il faisait ses besoins juste à côté de la clôture, à la vue de tout le monde. Je sentis quelque chose de froid se nouer dans ma poitrine. Isabelle, tu es sûre que c'était eux? Peut-être que tu t'es trompée. Karina, j'habite en face. Je les ai vus de mes propres yeux. Ils parlaient fort et il était clair qu'ils avaient beaucoup bu. Valérie criait quelque chose à propos de son travail en utilisant des gros mots. Et Léo, il essayait de démarrer la voiture, mais il n'y arrivait pas. Les clés n'arrêtaient pas de tomber. Mais Valérie ne boit presque jamais, objectai-je. Elle prend peut-être un verre de vin au dîner parfois, mais c'est tout. Peut-être qu'elle ne buvait pas avant. Mais maintenant. Isabelle secoua la tête. Karina, je ne veux pas faire de commérage. J'ai juste pensé que tu devrais savoir. Ce n'est pas la première fois. La semaine dernière, il y a eu quelque chose de similaire, mais pas aussi bruyant. Que veux-tu dire par pas la première fois? Eh bien, ils organisent ces réunions plus souvent. Chaque vendredi ou samedi, des gens viennent, mettent de la musique, boivent. Généralement jusqu'à minuit, parfois plus tard. Leur propriétaire n'est pas contente non plus. Je l'ai vu se disputer avec eux. Merci, dis-je, bien que je ne me sente pas du tout reconnaissante. Je suis désolée de te dire ça, mais j'ai pensé, tu es une mère. Tu devrais savoir ce qui se passe. Isabelle hocha la tête et continua son chemin vers l'arrêt de bus, tandis que je restais là, sur le trottoir, essayant de digérer ce que j'avais entendu. Non, ce ne pouvait pas être vrai. Valérie n'était pas une alcoolique. C'était une fille responsable. Elle avait un travail. Elle était mariée. Peut-être qu'il y avait vraiment eu une fête. Peut-être qu'ils avaient bu quelques verres avec des amis, mais c'était tout. Isabelle avait pu exagérer. Les gens aiment faire des montagnes d'une taupinière, surtout dans les petites villes où il n'y a pas beaucoup de distractions. Mais quelque chose dans ce qu'elle avait dit sonnait vrai. Isabelle n'était pas du genre à inventer des ragots. Elle travaillait dans une banque, une femme sérieuse, mère de 2 enfants. Pourquoi mentirait-elle? J'ai acheté le strict nécessaire au magasin.
Du lait, du pain, des œufs, quelques légumes pour une salade. J'y avais travaillé si longtemps que je connaissais tous les rayons par cœur. La nouvelle fille à la caisse, Émilie, environ 20 ans, me sourit et me demanda comment j'allais. Elle venait de terminer le lycée et ne savait pas quoi faire ensuite. Je répondis automatiquement que tout allait bien, mais je pensais à ce qu'Isabelle avait dit. Sur le chemin du retour, je rencontrai ma voisine, Madame Lefebvre, qui se promenait avec ses petits-enfants. Les garçons, d'environ 5 et 7 ans, faisaient la course sur le trottoir avec leur vélo, et elle peinait à les suivre. Nous nous arrêtâmes pour discuter du temps, de l'hiver qui approchait et des enfants. Madame Lefebvre se plaignit que ses petits-fils étaient très actifs et qu'elle n'était plus assez jeune pour les suivre. À la maison, je déballai les courses et décidai d'appeler Adrien. C'était mon plus jeune, mais il avait toujours été plus sensé et posé que Valérie. Peut-être qu'il savait quelque chose que j'ignorais. Je composai son numéro et écoutai la longue sonnerie. « Allô, maman ?» La voix d'Adrien semblait un peu fatiguée. « Comment vas-tu ?»« Je vais bien, mon fils. Comment va le travail ?»« Ça va. Je travaille sur un dossier difficile, un litige d'entreprise. Une usine poursuit une autre et il y a beaucoup de paperasse. Je suis au bureau jusqu'à 22 heures tous les soirs. Quoi de neuf de ton côté, Adrien ? Je voulais te demander, quand as-tu parlé à Valérie pour la dernière fois ? Il y a une semaine, je crois. Elle a appelé pour se plaindre de son travail. Elle a dit que son patron la harcelait et que ses collègues étaient désagréables. Les plaintes habituelles. Pourquoi ? Elle t'a dit quelque chose ? Des problèmes ? Des difficultés ? Adrien resta silencieux quelques secondes. Je pouvais l'entendre déplacer des papiers sur son bureau. Maman, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu parles par énigme. J'ai rencontré une femme aujourd'hui qui m'a dit que Valérie et Léo avaient fait une fête et avaient beaucoup bu. Même les voisins se sont plaints. Et ce n'est pas la première fois. Et alors ? Ce sont des adultes. Ils ont le droit de boire. Mais Valérie ne boit pas. Tu connais ta sœur. Maman, la voix d'Adrien s'adoucit. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais si les voisins se sont plaints, ça a dû être bruyant. Peut-être qu'ils fêtaient juste quelque chose. Un anniversaire, une promotion au travail, je ne sais pas. Ou peut-être qu'ils voulaient juste se détendre après une semaine difficile. Tu penses que je m'inquiète pour rien. Je pense que tu devrais parler directement à Valérie au lieu d'écouter les ragots. Tu sais comment les gens aiment exagérer. Tu as probablement raison, mais quelque chose me tracasse. Peut-être qu'elle a des problèmes et ne veut pas en parler. Quel genre de problème ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose au travail. Ou peut-être qu'elle et Léo se sont disputés. Les gens ne se mettent pas à boire sans raison. Maman, ne te monte pas la tête. Valérie est une adulte. Si elle a des problèmes, elle peut les gérer seule ou elle demandera de l'aide. Bien sûr, tu as raison. Au fait, comment va mon projet secret ? L'appartement pour ma sœur. Il est presque prêt. Ce sera fini dans 1 mois. Je suis allée le voir hier. C'est d'une beauté indescriptible. Adrien fit une nouvelle pause. Pour une raison quelconque, j'eus l'impression qu'il voulait dire quelque chose mais n'osait pas. Qu'y a-t-il ? Demandai-je. Rien, maman. Sois juste prudente. Les surprises ne se passent pas toujours comme on l'avait prévu. Pourquoi tout le monde me dit ça aujourd'hui ? D'abord Hélène, maintenant toi. Peut-être parce que nous t'aimons et ne voulons pas que tu sois déçue. Je ne serai pas déçue. Valérie sera heureuse d'avoir son propre appartement. N'importe quelle mère serait heureuse. D'accord, maman. J'espère que tu as raison. D'accord, mon fils. Je ne vais pas te retenir de ton travail. Comment va ta vie personnelle ? Peut-être qu'il est temps de te marier et de me donner des petits-enfants. Maman, la voix d'Adrien semblait fatiguée. On en a discuté 100 fois. Je suis concentrée sur ma carrière en ce moment. Peut-être dans quelques années. Tu as déjà 29 ans. N'attends pas trop longtemps. Je sais. Écoute, je dois vraiment retourner au travail. J'ai une réunion avec un client demain et je dois me préparer. D'accord, appelle-moi si quelque chose se passe et ne t'inquiète pas pour les ragots. Bien sûr. Je t'aime, maman. Moi aussi, je t'aime. Je raccrochai et m'assis dans un fauteuil près de la fenêtre. Il commençait à faire nuit dehors, même s'il n'était que 18h30. L'automne était définitivement là. J'allumai la télé,
mais ne pus me concentrer sur le programme. C'était une sorte d'émission de cuisine, et l'animateur préparait une tarte à la citrouille. Mes pensées revenaient sans cesse à ma conversation avec Isabelle. Valérie s'était-elle vraiment mise à boire? Mais pourquoi? Elle avait un travail, un mari, et ils vivaient plutôt bien. C'est vrai, ils étaient toujours à court d'argent, mais c'était normal pour une jeune famille. Peut-être était-ce parce qu'elle se sentait comme une ratée par rapport à son frère. Adrien avait fait carrière, vivait dans une grande ville et gagnait bien sa vie. Et elle était coincée dans une petite ville, travaillant dans un centre d'appel, louant un appartement pourri. Mais bientôt, tout allait changer. Quand je lui montrerai le nouvel appartement, elle réalisera que je me soucie d'elle, qu'elle est importante pour moi aussi. Peut-être qu'alors elle arrêtera de boire, si elle boit vraiment. Ou peut-être que tout allait bien, et qu'Isabelle avait juste exagéré. 3 jours s'étaient écoulés depuis ma conversation avec Isabelle, et je n'arrivais toujours pas à me sortir ces mots de la tête. Chaque fois que je pensais à Valérie, ma poitrine se serrait. Hier, j'avais même prévu d'aller la voir, mais j'avais changé d'avis à la dernière minute. Qu'est-ce que je lui dirais? Salut, ma fille. Ma voisine m'a dit que tu buvais. Ça sonnait stupide. Mardi était un jour gris et pluvieux. Je faisais le ménage, triant de vieilles photos que je me promettais de mettre dans des albums depuis 5 ans. J'ai trouvé des photos de Valérie quand elle avait environ 10 ans, debout à côté d'Henri dans le jardin. Il lui apprenait à planter des tomates. Elle avait l'air si sérieuse et concentrée à l'époque, écoutant chaque mot de son père. Où était cette fille maintenant? Vers 15 heures, le téléphone sonna. Je reconnus le numéro de Valérie et sentis mon cœur s'emballer. Allô, maman. La voix de ma fille semblait tendue. Comment vas-tu? Je vais bien, ma chérie. Et toi? Elle fit une pause et je l'entendis soupirer lourdement. J'ai un problème, maman. Quel genre de problème? Madame Hollande nous a demandé de déménager. Elle a dit qu'elle louait l'appartement à un parent. Elle nous a donné 2 semaines pour trouver un nouveau logement. Je me sentis soulagée. Ce n'était donc pas une question d'alcool, mais de logement. Un problème banal et quotidien. Et alors? Vous trouverez un autre appartement. Il y a plein d'endroits en ville. Maman, tu ne comprends pas. On cherche depuis des jours. Tout est soit trop cher, soit dans un état lamentable. Ils demandent 1200 € par mois plus une caution pour un appartement décent. On n'a pas cet argent. Qu'est-il arrivé à vos économies? Valérie se tut de nouveau. Je pouvais entendre de la musique en fond sonore, des voix de gens. Maman, on peut rester chez toi un moment? Juste 2 ou 3 semaines. Le temps de trouver quelque chose de convenable. Je sais que ce n'est pas pratique, mais on t'en supplie. Mon cœur bondit de joie. Valérie demandait de l'aide. Peut-être allions-nous enfin nous rapprocher. Passer du temps ensemble comme au bon vieux temps. Bien sûr, ma chérie. Venez quand vous voulez. J'ai 2 chambres libres à l'étage. Vous pouvez y rester. Merci, maman. Tu nous sauves. On viendra demain soir après le travail. Super. Je préparerai le dîner. Ton plat préféré, de la viande avec des pommes de terre. D'accord. À demain. Après notre conversation, je me sentis heureuse. Valérie rentrait à la maison. Même si ce n'était que temporaire. Peut-être que pendant ce temps, je comprendrais ce qui se passait avec elle. Si elle avait vraiment un problème d'alcool, elle ne boirait certainement pas à la maison sous ma surveillance. Je passai le reste de la journée à préparer les chambres. Henri avait transformé les chambres des enfants en débarras après leur départ. J'ai dû tout trier, passer l'aspirateur et laver les vitres. J'ai mis le lit double qui était dans la chambre d'amis dans une pièce et un canapé-lit dans l'autre. J'ai mis des draps frais sur les lits et des fleurs sur les rebords de fenêtres. Le soir, je suis allée au magasin et j'ai acheté des provisions. Valérie adorait la viande avec des pommes de terre et de la sauce, comme je lui en faisais quand elle était enfant. J'ai acheté du bon bœuf, des pommes de terre nouvelles et de la crème fraîche. Léo n'avait pas de préférence particulière. Il mangeait de tout. Le lendemain, j'étais sur des charbons ardents toute la journée. J'ai nettoyé la maison jusqu'à ce qu'elle brille, préparé le dîner à l'avance et changé de vêtements 3 fois. Je voulais être belle pour ma fille. J'ai mis la robe bleue que je lui avais achetée pour son dernier anniversaire et j'ai retouché mes lèvres. Vers 19 heures, j'entendis le bruit d'une voiture dans la cour. Je regardai par la fenêtre et vis le vieux pick-up rouge de Léo.
On en déchargeait des boîtes en carton et des sacs. Beaucoup de boîtes. Avait-il vraiment besoin d'autant de choses pour 2 semaines? Je sortis sur le porche pour les accueillir. Valérie avait l'air fatiguée. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval en désordre, et il y avait des traces de maquillage sur son visage. Son jean était froissé, ses baskets sales. Léo portait une lourde boîte, en sueur et mécontent. « Salut, maman !» Valérie s'approcha et me serra rapidement dans ses bras. Elle sentait la cigarette et quelque chose d'autre. « Aigre-doux. Merci de nous laisser rester. »« Bien sûr, ma chérie. Bienvenue à la maison. » Léo hocha la tête en silence et alla à la voiture pour une autre boîte. Il n'avait jamais été un grand parleur, mais il semblait particulièrement sombre maintenant. « Vous avez combien de choses ?» demandai-je en regardant la montagne de boîtes. « Pas grand-chose », haussa les épaules Valérie. « C'est surtout des vêtements et des babioles. On a laissé les meubles. Ils sont tous vieux de toute façon. » Je les ai aidés à porter les boîtes dans la maison. Nous avons empilé les boîtes dans le salon et porté les sacs à l'étage. Léo travaillait en silence, le visage fermé. Valérie lui criait dessus de temps en temps. « Faites attention avec cette boîte. Il y a de la vaisselle dedans. Ne mets pas ce sac sur le canapé. Maman vient de le nettoyer. Tu ne peux pas soulever 2 boîtes à la fois. » Je n'aimais pas son ton. Elle ne parlait jamais comme ça à son mari avant. Léo se contentait de froncer les sourcils mais ne répondait pas. Quand tout fut dans la maison, je les appelai à table. « Asseyez-vous. J'ai fait le dîner. Votre plat préféré, de la viande avec des pommes de terre. » « Merci, maman, mais on a déjà mangé, » dit Valérie sans même regarder la table. « On s'est arrêté au MC-Do en chemin. »« Mais j'ai cuisiné spécialement pour vous, » dis-je, contrarié. « Je suis désolée. La prochaine fois, préviens-moi de ce que tu cuisines. » Ces mots me frappèrent comme une gifle. J'avais préparé son plat préféré, j'avais fait tant d'efforts, et elle n'y goûtait même pas. « D'accord, » dis-je doucement. « Je vais le mettre au frigo. »« Léo, tu as apporté les bières ?» demanda Valérie à son mari. « Elles sont dans la voiture. Va les chercher. Je veux me détendre après le déménagement. » Léo sortit dans la cour et revint avec un pack de 6 Kronenbourg. Ils s'assirent dans le salon, allumèrent la télé et ouvrirent chacun une canette. « Tu en veux une ?» Valérie me tendit une canette. « Non, merci. Je ne bois pas de bière. »« Tu devrais. C'est relaxant. » Je m'assis avec eux, essayant d'engager la conversation. Je posais des questions sur le travail et les projets pour l'avenir. Valérie répondait par monosyllabes, accordant plus d'attention à la télé et à sa bière. Léo était silencieux, buvant et fixant l'écran. « Valérie, comment va le travail? Ça te plaît? » « Ça va. C'est juste un boulot. »« Que fais-tu exactement? » Je réponds aux appels et je traite les déclarations de sinistres. C'est ennuyeux, mais ça paie. Une chance de promotion. Maman, c'est un centre d'appel, pas une multinationale. Le maximum que je peux espérer, c'est opératrice senior. C'est 50 € de plus par mois. Peut-être que tu devrais chercher quelque chose de mieux. Oh. Il n'y a rien dans notre ville à part des magasins et des usines. La colère perçait dans sa voix. Je réalisais qu'il valait mieux changer de sujet. D'accord. Ne parlons pas de ça. Parle-moi de Madame Hollande. Pourquoi vous a-t-elle expulsés? Elle a dit qu'un parent avait besoin de l'appartement, mais je pense qu'elle nous cherchait des noises. À quel sujet? Juste des broutilles. Elle se plaignait que la musique était trop forte, qu'il y avait des déchets dans la cour, une vieille acariâtre typique. La musique était vraiment forte. Qu'est-ce que tu veux dire par forte? C'était de la musique normale. Les gens ont le droit de se détendre. Bien sûr, mais tes voisins ont aussi le droit à la tranquillité. Maman, de quel côté es-tu? J'essaie juste de comprendre la situation. La situation est simple. La vieille a décidé de nous chasser, c'est tout. Pendant ce temps, Léo finit sa première canette de bière et en ouvrit une deuxième. Valérie fit de même. Je l'ai regardé et me sentis mal à l'aise. Allait-il vraiment boire tout le pack? Peut-être que ça suffit pour aujourd'hui, suggérai-je prudemment. Vous devez travailler demain. Maman, on est des adultes, dit Valérie sèchement. On peut décider nous-mêmes de la quantité à boire.
Je ne voulais pas te vexer. Je suis juste inquiète. Ne t'inquiète pas, on n'est pas des alcooliques. Le mot alcoolique sonnait particulièrement dur. C'était comme si elle se défendait d'une accusation que personne n'avait formulée. Vers 22 heures, ils montèrent à l'étage pour trier leurs affaires. Je rangeais dans la cuisine et je pouvais les entendre fureter, réorganiser les choses et parler doucement. Puis tout devint silencieux. Le lendemain matin, je me levai tôt. Comme d'habitude. Je fis du café et des œufs brouillés. Je pensais qu'ils prendraient le petit déjeuner avant le travail, mais personne ne descendit. Vers 8 heures, je les entendis se préparer à la hâte à l'étage, puis dévaler les escaliers et se précipiter hors de la maison. Ils ne dirent même pas au revoir. Je montai à l'étage pour voir l'état de leur chambre. Tout était en désordre. Des vêtements étaient éparpillés, des boîtes étaient déballées, et des canettes de bière étaient par terre. Des canettes vides. Cela signifiait qu'ils les avaient toutes bues. 12. J'y ai pensé toute la journée. 12 canettes de bière pour 2 personnes en une soirée. C'était beaucoup, surtout pour des gens qui devaient aller travailler le lendemain. Ils revinrent vers 18 heures. Valérie avait l'air irritée. Léo était silencieux comme d'habitude. Je préparais le dîner et cette fois, je leur demandais simplement s'ils allaient manger. « Oui, on va manger », dit Valérie. « Qu'est-ce que tu as fait ?»« Des escalopes de poulet avec du sarrasin. » Nous mangeâmes en silence. J'essayais de faire la conversation, mais ils répondaient par monosyllabes. Après le dîner, Valérie dit « Maman, tu n'as pas besoin de faire la vaisselle. Je la ferai moi-même. »« D'accord, merci. » Mais la vaisselle resta sale. 1 heure plus tard, n'y tenant plus, je la fis moi-même. Valérie était assise dans le salon avec un nouveau pack de bière, regardant une émission de télé-réalité. « Où as-tu eu la bière ?» demandai-je. Léo l'a achetée en rentrant du travail. Encore 12 canettes. Et alors? Rien. C'est juste beaucoup. Maman, on travaille toute la journée. On a le droit de se détendre le soir. Valérie augmenta le volume. La conversation était terminée. C'est ainsi que se déroula la première semaine. Chaque soir était le même. Dîner, bière, télé. Valérie n'aidait pas à la maison, ne rangeait pas après elle, ne faisait pas la vaisselle. Léo faisait comme si je n'existais pas. Il disait seulement bonjour et au revoir quand je lui parlais en premier. Je lavais leurs vêtements, nettoyais leur chambre et préparais leur repas. Je me sentais comme une bonne, pas une mère. Mais je me taisais parce que j'avais peur qu'ils partent. Le mardi de la 2e semaine, je décidai d'avoir une conversation sérieuse avec Valérie. J'attendis que Léo aille au magasin faire les courses. « Ma fille, il faut que je te parle. »« De quoi ?»« De ce qui se passe. Tu vis ici depuis 10 jours, mais tu ne m'as pas dit comment avance la recherche d'appartement. On cherche. On n'a encore rien trouvé de convenable. Peut-être que vous ne cherchez pas assez. Qu'est-ce que tu essaies de dire, Valérie? Je ne suis pas contre le fait que tu vives ici, mais je pense que tu bois trop. Ça y est, ça recommence. Valérie bondit du canapé. Maman, on boit de la bière, pas de la vodka. De la bière, tu sais. C'est presque comme du soda. Le soda ne contient pas d'alcool. Mon Dieu, 2 canettes de bière par jour, c'est de l'alcoolisme? La moitié du pays boit plus que ça. Je ne parle pas d'alcoolisme. Je dis que je suis inquiète. Maman, s'il te plaît, ne me fais pas la morale. Je ne suis pas une enfant. Je ne te fais pas la morale. J'essaie de comprendre ce qui se passe avec toi. Il ne se passe rien avec moi. Je vis une vie normale. Boire de la bière tous les soirs n'est pas une vie normale. Pour les gens qui ont des boulots de merde, qui vivent dans une ville de merde et n'ont aucune perspective, c'est une pratique normale. Valérie, qu'est-ce que... C'est la vérité, maman. Je travaille dans un centre d'appel à répondre à des gens grossiers et idiots. Mon mari travaille dans un entrepôt à Porteur des Caisses. On loue un appartement pourri et on joint à peine les 2 bouts. À quoi bon vivre comme ça? L'intérêt, c'est que vous êtes jeune, en bonne santé, et que vous pouvez tout changer. Maman, tu vis dans un monde de fantaisie. J'ai 32 ans. Je n'ai pas de diplôme universitaire. Je n'ai pas d'argent pour les études. Quelle autre formation puis-je obtenir? Tu peux suivre des cours en ligne, prendre des prêts et t'endetter pour 20 ans. Super idée. Mieux que de boire tous les soirs.
Je ne bois pas tous les soirs. Je bois de la bière après le travail. À ce moment-là, Léo revint avec un sac de course. Plus précisément, avec un sac qui, à en juger par le son, contenait principalement de la bière. « De quoi vous disputez-vous » demanda-t-il. « Maman pense qu'on boit trop » dit Valérie. « Oh, je vois. » Léo haussa les épaules. « C'est des trucs de mère, ça. »« Ce ne sont pas des trucs, » objectai-je. « C'est de l'inquiétude. » « L'inquiétude, c'est quand on ne se mêle pas de la vie des autres, » dit Léo. C'étaient les mots les plus longs que je l'ai jamais entendu prononcer. « Maman, » dit Valérie, « si tu n'aimes pas notre façon de vivre, on peut déménager. On trouvera une chambre dans un motel. »« Je ne veux pas que vous déménagiez. Je veux que vous... » Je ne savais pas comment finir la phrase. « Que quoi ?»« Que vous soyez heureux. »« On est heureux. » Léo ouvrit le réfrigérateur et sortit une bière. Valérie prit la canette de sa main. « Tu en veux une ?» me demanda-t-elle. « Non. »« Tu devrais essayer. Peut-être que tu réaliseras qu'il n'y a rien de mal à ça. » Ils s'assirent dans le salon et allumèrent la télé. Je restai dans la cuisine, me sentant vaincue. J'avais essayé de parler à ma fille à cœur ouvert, mais rien n'y faisait. Elle ne voulait pas écouter. Elle ne voulait pas comprendre. Peut-être que j'exagérais vraiment. Peut-être que 3 canettes de bière par jour étaient normales pour leur âge. Mais quelque chose en moi me disait que ce n'était pas le cas. Que ma fille était en train de changer. Et pas pour le mieux. Elle était autrefois joyeuse, sociable, intéressée par la vie. Maintenant, il semblait que tout ce qui l'intéressait, c'était la bière et la télé. Peut-être que quand je lui montrerai l'appartement, tout changera. Peut-être qu'elle réalisera que la vie peut être différente, qu'elle a une chance de repartir à zéro. Mais d'abord, je devais survivre. En attendant, je me sentais comme une étrangère dans ma propre maison. À la fin de la 2e semaine, je m'étais habituée à la nouvelle routine. Chaque matin, Valérie et Léo prenaient leur petit déjeuner en silence, s'ils le prenaient, et partaient travailler. Je nettoyais après eux, faisais la lessive et préparais le dîner. Le soir, ils rentraient, mangeaient ce que j'avais préparé et s'asseyaient dans le salon avec une bière. La télé, les canettes de bière, des réponses d'un mot à mes tentatives de conversation. Je me sentais comme une servante dans ma propre maison, mais je me taisais. J'avais peur qu'ils partent et que je me retrouve à nouveau seule. Vendredi matin, Gloria Fournier, mon ancienne collègue du magasin, m'appela. Elle avait 2 ans de plus que moi et avait travaillé au rayon boucherie jusqu'à sa retraite. Nous étions amies depuis que nos enfants étaient petits. « Karina, ma chère, comment vas-tu ?» La voix de Gloria semblait joyeuse, mais je pouvais y déceler de la fatigue. « Je vais bien, Gloria. Et toi ?»« Tu sais, pas si bien. Je suis allée chez le médecin hier et il m'a dit que je devais me faire opérer du genou. Je suis si inquiète. Je suis seule à la maison et il n'y a personne pour m'aider. Que s'est-il passé ? C'est cette satanée arthrose. Mon genou est enflé et me fait terriblement mal. Le médecin dit que j'ai besoin d'une prothèse. Je me demandais si tu pouvais passer demain. On pourrait parler comme au bon vieux temps. J'ai vraiment envie de partager ça avec quelqu'un. » Gloria vivait à Auxerre, à 1 heure de route de notre ville. Son mari était mort il y a 5 ans et ses enfants vivaient dans d'autres régions. Elle était aussi seule que moi. « Bien sûr, je viendrai, » dis-je sans hésiter. « À quelle heure ça t'arrange ? » « Viens le matin vers 10 heures. Je ferai ton gâteau au citron préféré. » « Super. À demain. » J'étais contente d'avoir l'occasion de m'éloigner de l'atmosphère tendue de la maison. Valérie et Léo ne demandèrent même pas où j'allais. Ils hochèrent simplement la tête quand je dis que je serais partie toute la journée. Je me levai tôt le samedi matin et préparai le petit déjeuner pour tout le monde. Valérie et Léo dormaient encore. Je laissai un mot dans la cuisine. « Je vais chez Gloria. Je rentrerai tard. Il y a à manger dans le frigo. » Je mis ma plus belle robe, pris un sac avec des cadeaux pour Gloria et montai en voiture. Le trajet jusqu'à Auxerre dura un peu plus d'1 heure. J'appréciais la conduite, écoutant la radio et regardant le paysage automnal. Les feuilles étaient dorées et rouges, et l'air était frais. Pour la première fois en 2 semaines, je me sentis libre. Gloria m'accueillit à la porte. Elle avait vraiment mauvaise mine. Elle s'appuyait sur une canne, le visage creusé par la douleur, mais elle souriait sincèrement. « Karina, je suis si contente de te voir. Entre, entre. »
Sa maison était petite mais confortable. Ça sentait le gâteau au citron et le café. Nous nous assîmes dans le salon où il y avait des photos de sa famille, de ses enfants et de ses petits-enfants. « Raconte-moi, comment vas-tu? Comment vont les enfants ?» demanda Gloria en versant le café. « Adrien travaille à Paris. Tout va bien pour lui. Et Valérie? » Je me tue, ne sachant comment expliquer. « Quoi, Valérie? » Elle vit avec moi en ce moment, temporairement. Des problèmes de logement. Je vois. Ça doit être agréable d'avoir sa fille à proximité. Oui, bien sûr, mentis-je. Nous avons bavardé toute la journée. Gloria parla de ses problèmes de santé et de ses enfants qui appelaient rarement. Je lui racontai ma vie, l'appartement que j'achetais pour Valérie. Je ne mentionnais pas l'alcool, cependant. J'avais honte. « Tu es une bonne femme d'aider ta fille, » dit Gloria. « Toutes les mères ne le font pas. C'est ma fille. Qui d'autre devrais-je aider si ce n'est elle? » C'est vrai. La famille, c'est le plus important. Nous avons déjeuné, nous sommes promenés dans le jardin et avons regardé de vieilles photos. Gloria me montra les fleurs qu'elle cultivait depuis de nombreuses années. Le temps passa vite. « Karina, merci beaucoup, » dit-elle le soir. Je n'ai pas passé une journée aussi agréable depuis longtemps. Moi aussi, j'ai passé un bon moment. N'hésite pas à venir me voir quand tu iras mieux. Je le ferai. Je partis vers 19h. J'étais de bonne humeur et je me sentais reposée. Sur le chemin du retour, je pensais à quel point il était agréable d'avoir une amie avec qui je pouvais tout partager. Peut-être que je devrais voir Gloria plus souvent. Quand j'arrivai à la maison, il faisait déjà nuit. Il était environ 20h. J'entendis de la musique forte de loin et vis que les lumières étaient allumées dans le jardin. Beaucoup de lumière, des phares de voiture, des lampes. Mon cœur se mit à battre plus vite. Que se passait-il? En me rapprochant, je n'en crus pas mes yeux. Mon jardin soigné avait été transformé en lieu de fête. Il y avait des voitures partout, certaines garées directement sur la pelouse. La musique était si forte qu'elle couvrait le bruit de mon moteur. Des gens avec des bouteilles et des canettes de bière étaient assis sur mes chaises de jardin, sur le porche, directement sur l'herbe. Je me garai dans la rue et sortis lentement de la voiture. Il y avait environ 15 personnes dans le jardin, peut-être plus. Des hommes et des femmes de tous âges, tous ivres. Certains dansaient sur la musique. D'autres riaient bruyamment. Des bouteilles vides, des canettes et des sacs de chips étaient éparpillés sur l'herbe. Je vis Valérie. Elle était assise sur les marches du porche avec une canette de bière à la main, se disputant bruyamment avec une femme que je ne connaissais pas. Ses cheveux étaient en désordre et il y avait des bavures de maquillage sur son visage. Léo se tenait à proximité, se balançant d'un côté à l'autre, luttant clairement pour rester debout. « Valérie !» criai-je en m'approchant d'elle. Elle leva les yeux vers moi, le regard trouble. Pendant quelques secondes, elle ne me reconnut pas. « Oh, maman est là !» dit-elle avec un sourire de travers. « Maman, je te présente mes amis. » Que se passe-t-il ici? Je sentis ma voix trembler. On fait la fête. Valérie essaya de se lever, mais vacilla. Léo a eu une prime aujourd'hui. 100 €. On a décidé de fêter ça. Valérie, baisse la musique. Les voisins pourraient se plaindre. Quels voisins? Elle rit. On est à la campagne. On est dans une ville. On a des voisins. Maman, détends-toi. Prends un verre avec nous. Un des hommes que je ne connaissais pas s'approcha de moi. Il avait environ 40 ans, une barbe de 3 jours. Il sentait l'alcool et la cigarette. Vous devez être Karina, dit-il. Valérie m'a parlé de vous. C'est une nana cool. Excusez-moi, qui êtes-vous? Rick. Je travaille avec Léo. C'est un super gars, votre gendre. Écoutez, il est tard. Peut-être qu'on devrait arrêter. Arrêter. Rick rit. On vient de commencer. La nuit est jeune. La musique continuait de retentir. Je m'approchai de la chaîne hi-fi, qui était posée sur la table à côté d'une pile de bouteilles, et j'essayai de baisser le volume, mais un type m'arrêta. « Hé, touche pas à la musique !» cria-t-il. « On danse. » « C'est ma maison, dis-je fermement. Et je vous demande de baisser le volume. »« Ta maison. » Le type me regarda avec un sourire narquois. « Où est-ce que ton nom est écrit ?» Plusieurs personnes rirent. Je sentis que je rougissais d'humiliation.
Valérie, dis à tes amis qu'il est temps de partir. Maman, ne gâche pas l'ambiance de tout le monde. Valérie me prit par la main. Reste avec nous. Amuse-toi un peu. Je ne veux pas m'amuser. Je veux que ça se termine. Ça y est, marmonna une femme. Maman est là. À ce moment-là, je vis mon voisin, monsieur Mercier, s'approcher de la clôture. C'était un homme âgé qui vivait seul dans la maison à ma droite. Il avait l'air en colère. Karina, cria-t-il. Que se passe-t-il ici? Monsieur Mercier, je viens d'arriver. Je vais tout ranger tout de suite. Cette musique joue depuis 3 heures. Ma femme ne peut pas dormir. Elle a des problèmes de cœur. Je comprends. Je vais la baisser maintenant. Mais le même type qui m'avait empêché d'éteindre la musique intervint. Quel est le problème, le vieux? Tu n'aimes pas la bonne musique? Cria-t-il à monsieur Mercier. Jeune homme, il est 21 heures. Les gens essaient de se reposer. On n'est pas des gens, nous. Le type rit. On a le droit de se reposer aussi. Pas ici. C'est un quartier résidentiel. Rentre chez toi, le vieux. Monsieur Mercier serra les poings. Je vais t'appeler les gendarmes. Vas-y. Le type prit la bouteille vide et la jeta vers la clôture. Vas-y, appelle-les. La bouteille se brisa sur les pierres près des pieds de monsieur Mercier. Il sursauta en arrière. Qu'est-ce que vous faites? Criai-je. On s'amuse, répondit le garçon en riant. Plusieurs autres voisins s'approchèrent de la clôture. Je reconnus madame Lefebvre, à qui j'avais récemment parlé dans la rue. Elle avait l'air effrayée. Karina, que se passe-t-il? Demanda-t-elle. Madame Lefebvre, je vais m'en occuper. Cette musique a réveillé tous les enfants du quartier, dit-elle. Mes petits-enfants pleurent et ne peuvent pas dormir. Alors fermez vos fenêtres, cria Valérie. Ou achetez des boules qui. Valérie. J'étais choquée par son audace. Quoi, Valérie? Les gens vivent leur vie, s'amusent. Si ça ne vous plaît pas, ne regardez pas. Les voisins commencèrent à se fâcher. Monsieur Mercier cria quelque chose à propos d'appeler les gendarmes, et madame Lefebvre se plaignit du bruit, mais la foule ivre se contenta de rire et devint plus agressive. Rick, qui s'était présenté comme l'ami de Léo, ramassa une pierre et la jeta sur les voisins. Dispersez-vous, les vieux, cria-t-il. Laissez les jeunes s'amuser. La pierre frappa monsieur Mercier à l'épaule. Il poussa un cri de douleur. Vous êtes complètement fou, criai-je. Mais ce n'était que le début. D'autres invités de la fête reprirent l'idée. Des bouteilles, des canettes et des pierres volèrent dans les airs. Les voisins commencèrent à se disperser. Valérie, arrête-les. Je saisis ma fille par la main. Maman, c'est de leur faute. Pourquoi sont-ils venus ici? C'est leur maison. Ils ont droit à la paix, et nous avons le droit de nous amuser. Une des pierres frappa le pare-brise de la voiture de monsieur Mercier, qui était garée à côté de sa maison. La vitre se brisa avec un bruit sec. Ma voiture, cria monsieur Mercier. Vous avez cassé ma voiture. Ah! Ric-ri. En plein dans le mille. Je vais vous tuer. Monsieur Mercier se précipita vers la clôture, mais plusieurs hommes ivres passèrent par-dessus de son côté. Ils entourèrent le vieil homme. Quoi, Pépé, tu veux te battre? Demanda l'un d'eux. Laissez-le tranquille, criai-je, mais ils n'écoutèrent pas. L'un d'eux poussa monsieur Mercier et il tomba par terre. Un autre lui donna un coup de pied. Assassin, hurla madame Lefebvre. À l'aide. Je me précipitai vers le téléphone pour appeler les gendarmes, mais Léo m'arrêta. Où vas-tu? Demanda-t-il. Appelez les gendarmes. Ils vont tuer ce vieil homme. Ils ne vont tuer personne. Ils lui donnent juste une leçon. Léo, tu es ivre. Il me repoussa du téléphone. Je tombai sur le canapé. Le chaos continuait dans la cour. Monsieur Mercier gisait par terre, le sang coulant de son nez cassé. Des hommes ivres se tenaient au-dessus de lui en riant. La musique résonnait toujours. Soudain, des lumières rouges et bleues apparurent dans la cour. Des voitures de gendarmerie. 2. Puis 3. Les sirènes hurlèrent. Les gendarmes, cria quelqu'un parmi les invités. La panique éclata. Les gens se précipitèrent vers les voitures, vers la clôture, dans différentes directions. Certains coururent à travers les jardins des voisins.
Des bouteilles et des canettes volèrent dans tous les sens. Tout le monde, ne bougez plus, cria un gendarme au mégaphone. Haut les mains. Mais beaucoup s'étaient déjà dispersés. Seuls les plus ivres restaient, incapables de bouger rapidement. Parmi eux, Valérie et Léo. Les gendarmes encerclèrent la maison. L'un d'eux s'approcha de moi. « Êtes-vous la propriétaire de cette maison ?» demanda-t-il. « Oui. »« Que s'est-il passé ici ?» ?»« Ma fille a organisé une fête. Je viens d'arriver et j'ai vu ça. »« Je vois. Les voisins se sont plaints du bruit et des bagarres. »« Monsieur Mercier. Je me souvins de mon voisin. Ils l'ont battu. » Le gendarme courut vers la clôture. Monsieur Mercier était toujours par terre, mais il reprenait connaissance. Une ambulance arriva. Pendant ce temps, d'autres gendarmes interpellaient les invités restants. Valérie était assise sur les marches du porche, se balançant d'avant en arrière. Un gendarme s'approcha d'elle. « Levez-vous, madame. Vous êtes en état d'arrestation. »« Pourquoi ?» marmonna Valérie. « Pour trouble à l'ordre public et participation à une bagarre. »« Je ne me suis pas battue. »« S'il vous plaît, levez-vous. » Valérie essaya de se lever mais retomba. Le gendarme l'aida à se relever et lui passa les menottes. « Maman !» cria-t-elle. « Maman, aide-moi !» Mon cœur se brisait. Ma fille, ma petite fille, était là, menottée, ivre et débraillée. « Monsieur l'agent, puis-je parler à ma fille ? » « Je suis désolée, madame. Elle doit dégriser à la gendarmerie. » Léo avait été arrêté aussi. Il n'avait pas résisté, se contentant de regarder autour de lui d'un air absent. « Où les emmenez-vous » demandai-je. « À la gendarmerie de la Grande Rue. Vous pourrez payer la caution demain. » Valérie et Léo furent mis dans une voiture de gendarmerie. Je les regardai partir et me sentis complètement anéanti. « Madame, vous devez nettoyer ce désordre, » dit l'un des gendarmes. « Et vous excuser auprès de vos voisins. »« Bien sûr. » Les gendarmes partirent. Je restai seul dans la cour, qui ressemblait à un champ de bataille. Des bouteilles, des canettes et des mégots de cigarettes étaient éparpillés partout. Mes fleurs étaient piétinées, et le mobilier de jardin était cassé. Je m'assis sur les marches et pleurai, non pas de douleur ou de colère, mais d'impuissance. Ma fille était devenue une étrangère, et je ne savais pas comment réparer ça. Je me suis réveillée le dimanche matin avec un mal de tête et le cœur lourd. Toute la maison semblait morte sans les voix de Valérie et Léo. Même leur beuverie constante valait mieux que ce silence de mort. Je descendis lentement à la cuisine, me préparai un café et m'assis près de la fenêtre, regardant la cour dévastée. La nuit dernière, après que les gendarmes eurent emmené Valérie et Léo, j'avais nettoyé la cour jusqu'à minuit. J'avais ramassé les bouteilles cassées, les canettes, les mégots. Mes roses préférées avaient été piétinées, le mobilier de jardin cassé. Les voisins avaient aidé, mais je pouvais voir la condamnation dans leurs yeux. Ils savaient maintenant quel genre de personne vivait dans ma maison. Vers 9 heures du matin, le téléphone sonna. Je sursautai, pensant que c'étaient les gendarmes, mais la voix m'était inconnue. « Madame Delorme, c'est Robert Henderson de Henderson et Fils Construction. J'ai d'excellentes nouvelles. Les rénovations de votre appartement rue du Chêne sont terminées. Nous avons fini avec 3 jours d'avance. » Je restai silencieuse quelques secondes, digérant ce que je venais d'entendre. Un appartement pour Valérie, ma surprise, qui semblait maintenant une amère plaisanterie du destin. « Vous pouvez passer lundi pour récupérer les clés, » continua Henderson. « Ou vous pouvez aller le voir tout de suite. Je serai sur le chantier jusqu'à 14 heures. » Je le remerciai et raccrochai. L'appartement était prêt. Un bel appartement neuf de 2 chambres avec une cuisine moderne et une plomberie neuve. Un appartement que j'avais acheté pour ma fille qui rêvait d'avoir son propre chez-soi. Ma fille, qui était maintenant en prison pour trouble à l'ordre public et agression sur un voisin. D'abord, je devais la faire sortir de garde à vue. Ensuite, je ne savais pas ce qui se passerait. Vers 11 heures, je me rendis à la gendarmerie. Le sergent de service, un homme corpulent d'âge moyen, m'expliqua poliment la procédure. La caution était de 3 000 € pour les deux. Je payai, dépensant presque tout l'argent que j'avais économisé pour les urgences. Valérie et Léo étaient assis dans une petite cellule derrière les barreaux. Ils avaient l'air terribles. Leurs cheveux étaient en désordre, leurs vêtements froissés et leurs visages enflés. Valérie se tenait la tête,
souffrant clairement d'une gueule de bois. « Maman, enfin, dit-elle en me voyant. Fais-nous sortir d'ici. Ça pue et j'ai la tête qui éclate. » Valérie, que t'est-il arrivé? Comment as-tu pu laisser faire ça? Maman, ce n'est pas de notre faute. Les voisins nous ont cherchés. On s'est juste défendu. Ce vieux bouc a commencé à crier et à nous menacer en premier. Je n'en croyais pas mes oreilles. Même maintenant, après tout ce qui s'était passé, Valérie ne ressentait qu'aucune culpabilité. Pour elle, l'homme de 70 ans battu était coupable de leur avoir demandé de baisser la musique. Sur le chemin du retour, Valérie demanda à s'arrêter plusieurs fois car elle avait la nausée. Léo était silencieux, ne gémissant qu'occasionnellement. Il ressemblait à deux animaux malades, et je me sentais dégoûtée en les regardant. « Maman, achète-moi quelque chose pour la gueule de bois, » demanda Valérie. « Peut-être une canette de bière. »« Je n'achèterai rien. C'est de votre faute. »« Allez, maman. Tu vois bien que je ne me sens pas bien. Je promets de ne plus boire. » Combien de fois avais-je entendu cette promesse? À la maison, je les fis asseoir sur le canapé et m'assis en face d'eux. Je devais comprendre ce qui arrivait à ma fille. Quand était-elle devenue cette étrangère qui faisait des scènes dans ma maison? Valérie, je veux savoir la vérité. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi bois-tu autant? Quand est-ce que ça a commencé? Maman, on ne boit pas. On se détend juste après le travail parfois. Tu sais comment est notre vie. Léo passe ses journées à trimballer des caisses à l'entrepôt. Et moi je suis coincée dans ce centre d'appel à écouter des gens impolis. On rentre à la maison la tête qui tourne et les nerfs à vif. La bière nous aide à nous détendre. Mais pas tous les jours. Et pas 2 packs de 6. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? On travaille toute la journée comme des chiens. On a le droit de se détendre. D'autres prennent de la drogue. Nous, on boit juste de la bière. Valérie, 6 canettes de bière par jour, c'est une dépendance. Quelle dépendance? C'est n'importe quoi. J'arrêterai si je veux. Mais pourquoi? C'est la seule chose qui illumine nos vies de merde. Je regardais ma fille et réalisais avec horreur qu'elle ne voyait vraiment pas le problème. Pour elle, l'ivresse quotidienne était normale. Et la bagarre d'hier n'était qu'un malentendu. D'accord, disons que la bière est une petite chose, mais hier, tes amis ont battu un vieil homme. Ils ont brisé une vitre de voiture. Les gendarmes ont fait un rapport. Monsieur Mercier est à l'hôpital. Nos amis? Ce ne sont pas nos amis. Ce sont des gens au hasard qui sont rentrés du travail avec Léo. Ils ont dit qu'ils voulaient fêter sa prime. Et tu as laissé des inconnus ivres entrer dans ma maison? Maman, ce n'est pas ta maison. C'est une maison de famille. On vit ici aussi, et on a le droit d'inviter des gens. Temporairement. Vous avez dit que vous resteriez 2 semaines le temps de chercher un appartement. Valérie fit une pause, puis me regarda d'un air de défi. Nos plans ont changé. On ne va nulle part. On reste ici pour de bon. Je sentis le sang me monter au visage. Avait-elle complètement perdu tout sens de la honte? Valérie, de quoi parles-tu? Vous cherchiez un appartement. On a cherché, et cherché. Tout est soit cher, soit en mauvais état. Pourquoi devrions-nous dépenser de l'argent en loyer alors qu'on a une maison prête à emménager? Elle est spacieuse. Il y a tout ce dont on a besoin. On peut très bien vivre ici. C'est ma maison. J'y vis seule. Pas seule. Maintenant, on y vit à 3. La maison appartenait à mon père, ce qui veut dire qu'elle m'appartient. Je suis sa fille. J'ai le droit d'en hériter. Valérie, tous les papiers sont à mon nom. Ton père m'a laissé la maison. Alors on changera les papiers. On consultera un avocat. Les enfants ont le droit d'hériter de leurs parents. Je n'en croyais pas l'audace de ma propre fille. Elle voulait me prendre ma maison pour la transformer en repère d'ivrogne. Valérie, as-tu complètement perdu la tête? Tu veux mettre ta propre mère à la porte de sa maison? Personne ne te met à la porte. On vivra tous ensemble. La maison est grande. Il y a assez de place pour tout le monde. On aidera aux tâches ménagères et on paiera les charges. Aider? Comment avez-vous aidé ces 2 dernières semaines? Je nettoie après vous, je fais votre lessive, je prépare vos repas, et tout ce que vous faites, c'est boire de la bière et regarder la télé. On aidera. Je le promets. On s'habituait juste au nouvel endroit. Tu promets? Comme tu promets de trouver un appartement? Comme tu promets de ne pas causer de problème? Léo était resté silencieux tout le temps, hochant simplement la tête en soutien à sa femme.
Quand je me tournai vers lui, il haussa simplement les épaules. Karina, Valérie a raison. Pourquoi payer un loyer quand on a une maison? On est une famille. On doit se serrer les coudes. Une famille doit se respecter mutuellement, et vous ne me respectez pas. Vous m'utilisez comme une bonne gratuite. Maman, ne sois pas bête, dit Valérie. On t'aime. On veut juste vivre normalement, sans dépenses inutiles. Je regardais ma fille longuement, essayant de comprendre quand elle était devenue si cynique. Quand s'était-elle transformée en cette personne égoïste qui ne pensait qu'à son propre bénéfice? Valérie, je veux te dire quelque chose. Je te préparais une surprise depuis quelques mois. J'ai acheté un appartement, un bel appartement neuf de 2 chambres rue du Chêne. Je l'ai rénové et meublé. Je voulais te le donner. Le visage de Valérie s'illumina. Ses yeux pétillèrent. Vraiment? C'est incroyable. Combien de pièces? Dans quel quartier? Je peux le voir? J'ai dépensé 140 000 euros. Toutes mes économies. Mais après hier, j'ai changé d'avis. Je ne veux pas te le donner. Comment ça, tu ne veux pas me le donner? La voix de Valérie devint sèche. Ça veut dire que tu n'es pas prête pour ton propre logement. Tu as transformé ma maison en décharge. Qu'est-ce que tu vas faire de ton appartement? Maman, c'est complètement différent. Ce sera notre propre appartement. On sera des locataires responsables. Comme vous étiez responsable chez Madame Hollande. Elle vous a mis dehors pour comportement tapageur. Maman, donne-nous une chance. On va changer. Plus de fêtes. Plus d'alcool. Il est trop tard, Valérie. L'appartement est à moi. Je déménage. Déménager? Pourquoi as-tu besoin d'un nouvel appartement? Parce que je ne peux plus vivre avec vous. Vous êtes devenus des étrangers pour moi. Maman, on est tes enfants, ta famille. Tu ne peux pas gâcher notre relation à cause d'une mauvaise fête. Valérie, ce n'est pas une question d'une seule fête. Le problème, c'est que vous êtes devenus des alcooliques. Vous ne travaillez pas sur vous-même. Vous ne voulez pas changer. Tout ce que vous voulez, c'est boire et vivre à mes crochets. On n'est pas des alcooliques. On boit de la bière, pas de la vodka. Si tu ne peux pas passer une journée sans alcool, tu es un alcoolique. Peu importe que ce soit de la bière ou de la vodka. Je peux. Je peux vivre sans bière. Tu veux que j'arrête de boire pendant une semaine? Je veux que tu ne boives plus jamais. Je veux que tu trouves un travail dont tu n'aies pas honte. Je veux que tu respectes ta mère et la maison où tu as grandi. Je le fais. J'ai juste une vision différente de la vie. Ta vision de la vie, c'est l'ivresse quotidienne et le tapage. Ce n'est pas une vie. C'est de la dégradation. Je me levai du canapé et montai faire mes valises. La décision vint naturellement. Je ne pouvais plus rester dans la même maison que des gens qui ne me respectaient plus. Valérie courut après moi, me suppliant de rester. Elle promit de changer, de trouver un travail, d'arrêter de boire, mais je ne croyais plus à ses paroles. Elle m'avait menti trop de fois. Je sortis une valise du placard et commençai à ranger mes vêtements. Les choses les plus nécessaires, des documents, des photographies. Valérie se tenait dans l'embrasure de la porte en pleurant, mais je l'ignorais. Maman, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. On peut s'arranger. Je trouverai un meilleur travail. On paiera les charges. On aidera à la maison. Valérie, il est trop tard. Pendant 2 mois, j'ai espéré que tu changerais. Je te préparais une surprise, rêvant de la façon dont nous vivrions heureux ensemble. Au lieu de ça, j'ai eu une maison saccagée et la honte devant les voisins. Maman, donne-nous une autre chance. Une dernière chance. Je t'ai déjà donné une dernière chance quand j'ai accepté que tu vives ici. Je fermai la valise et la descendis. Léo était assis sur le canapé à regarder la télé, comme si de rien n'était. Cela me convainquit que j'avais pris la bonne décision. Valérie, il y a assez de nourriture dans la maison pour quelques jours. Les charges sont payées pour 1 mois d'avance. Après ça, vous vous débrouillez. Maman, et les impôts? L'assurance? On n'a pas cet argent. C'est votre problème maintenant. Je chargeai la valise dans la voiture. Valérie et Léo se tenaient sur le porche, regardant. Valérie pleurait et me suppliait de ne pas les quitter, mais je n'en pouvais plus. Je ne supportais plus leur manque de respect. Maman, au moins dis-nous où tu vas vivre. Et si quelque chose arrivait? Pas encore. J'ai besoin de temps pour réfléchir à si nous pouvons réparer notre relation. On peut.
On peut certainement. On arrangera tout. On verra. Je montai dans la voiture et me dirigeai vers mon nouvel appartement. Dans le rétroviseur, je vis Valérie et Léo debout sur le porche. J'avais le cœur serré, mais je savais que je faisais ce qu'il fallait. L'appartement m'accueillit dans le silence et la fraîcheur. De nouveaux murs, de nouveaux meubles, une nouvelle vie. Je posai ma valise dans la chambre et m'assis sur le canapé. Pour la première fois en 2 mois, je me sentis calme. Mais il n'y avait pas de joie, seulement du vide et l'amertume que ma fille soit devenue une étrangère. L'appartement que j'avais préparé pour elle avec tant d'amour était maintenant le mien, et je ne savais pas si cela en valait la peine. 2 semaines passèrent dans un brouillard. Je m'installai dans mon nouvel appartement, essayant de m'habituer au silence et à la solitude. L'appartement était beau, lumineux, avec de nouveaux meubles que j'avais achetés pour Valérie. Mais chaque fois que je regardais le lit double dans la 2e chambre, je pensais à la façon dont ma fille aurait pu y vivre avec son mari. Si ce n'était pas pour l'alcool, si ce n'était pas pour la sauvagerie qui s'était enracinée en eux. Les premiers jours, je ne sortis pas de la maison, craignant de croiser des connaissances. J'avais honte d'expliquer pourquoi j'avais quitté ma propre maison. Mais peu à peu, la vie reprit sa routine. J'allais au magasin, je cuisinais pour moi-même, je regardais la télé. Le téléphone était silencieux. Ni Valérie ni Léo n'appelaient, et j'en étais contente. Mais la paix ne dura pas longtemps. Le mardi de la 2e semaine, Hélène appela. Elle semblait alarmée. « Karina, où es-tu ? J'ai appelé chez toi, mais personne ne répond. J'ai déménagé, Hélène. Je vis ailleurs maintenant. Tu as déménagé ? Où ? Que s'est-il passé ? Je lui racontai toute l'histoire de l'arrestation de Valérie et Léo. De leurs exigences de rester dans la maison pour toujours. De ma décision de partir. Hélène écouta en silence, prononçant occasionnellement « Oh mon Dieu, Karina, c'est terrible. Ma pauvre. Ce que tu as dû endurer. Hélène, que se passe-t-il à la maison en ce moment ? Le sais-tu ? Je le sais. Et c'est exactement ce que je voulais te dire, Karina. Il s'y passe quelque chose d'inimaginable. Chaque jour, il y a de la musique, des cris, des fêtes d'ivrogne. Les voisins sont sous le choc. Chaque jour ? Chaque jour. Monsieur Mercier, Dieu merci, est sorti de l'hôpital, mais il a dit qu'il portait plainte, et Madame Lefebvre va se plaindre à la mairie. Les gens ne supportent plus ce chaos. Et les gendarmes ? Les gendarmes sont venus 3 fois ces 2 dernières semaines, mais ils ne peuvent pas monter la garde là-bas en permanence. Ils dressent des procès-verbaux, infligent des amendes, et le lendemain, c'est la même chose. Mon cœur se serra. Ma maison, que j'aimais tant, où j'avais passé la moitié de ma vie, était devenue un repère. Des voisins avec qui j'avais vécu en paix pendant 20 ans me considéraient maintenant comme la cause de tous leurs ennuis. Hélène, que dois-je faire ? Je ne peux pas les laisser détruire tout le quartier. Karina, c'est ta maison. Tu as le droit de les expulser, d'appeler les gendarmes et de les faire expulser pour trouble à l'ordre public. Je ne peux pas. C'est ma fille. Si elle se fait arrêter à nouveau, elle ira en prison pour longtemps. Et si elle ne se fait pas arrêter, elle ruinera ta maison. Les voisins disent que les fenêtres ont été brisées, la porte est cassée et la cour est jonchée d'ordures. Les fenêtres sont brisées. Dans ma maison ? Oui, il y a eu une bagarre dans la cour hier. Des hommes ivres se sont battus et quelqu'un a jeté une bouteille par la fenêtre. La vitre a volé en éclats. Je me couvris le visage de mes mains. Ma belle maison, qu'Henri gardait en parfait état, qui était notre fierté et notre joie, se transformait en ruine. Karina, tu dois faire quelque chose. Si ce n'est pas pour toi, alors pour tes voisins. Les gens ont peur de sortir. Je comprends, mais je ne sais pas quoi faire. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse influencer Valérie. Adrien. Appelle ton fils et dis-lui tout. Peut-être qu'il trouvera un moyen de raisonner sa sœur. Après avoir parlé à Hélène, je fis les 100 pas dans l'appartement pendant un long moment, pensant qu'Hélène avait raison. Je devais appeler Adrien. Mais comment dire à mon fils que sa sœur était devenue alcoolique et détruisait la maison familiale ? Le soir, je composai enfin le numéro d'Adrien. Il répondit tout de suite, la voix fatiguée. « Allô, maman. Comment vas-tu ? Je n'ai pas appelé depuis un moment. Adrien, il faut que je te parle. Sérieusement. Qu'y a-t-il ? Quelque chose ne va pas avec Valérie ? Oui, c'est Valérie, et pas seulement elle. Mon fils, je ne sais pas comment l'expliquer. La situation est très compliquée. Maman, tu me fais peur. Dis-moi franchement.
Et je lui racontai tout. L'alcoolisme de Valérie et Léo, les bagarres dans la cour, l'arrestation, leurs exigences de rester dans la maison pour toujours, comment j'avais été forcée de quitter ma propre maison. Adrien écouta en silence, ne posant que quelques questions de clarification de temps en temps. Maman, pourquoi ne m'as-tu pas dit avant? Je serais venue et j'aurais aidé à résoudre le problème. J'espérais pouvoir m'en sortir seule. Je pensais que Valérie se ressaisirait. Que se passe-t-il à la maison maintenant? C'est l'enfer. Chaque jour, il y a de l'alcool, des bagarres et du tapage. Les voisins sont sous le choc. Les gendarmes viennent, mais ça n'aide pas. Que vas-tu faire? Je ne sais pas. Hélène dit qu'on devrait appeler les gendarmes et les faire expulser. Mais je ne peux pas. C'est ta sœur. Maman, Valérie est une adulte. Elle a choisi cette vie pour elle-même. Tu n'as pas à supporter son comportement. Mais si elle se fait arrêter? Si elle va en prison? Peut-être que ce sera bon pour elle. Un électrochoc qui la fera réfléchir à sa vie. Adrien, je ne peux pas. C'est ma fille. Je ne peux pas envoyer ma propre fille en prison. Alors, que suggères-tu? Je ne sais pas. Peut-être que tu pourrais lui parler. Tu es son frère. Peut-être qu'elle t'écoutera. Maman, je lui ai parlé 100 fois. Elle n'écoute pas. Elle pense qu'elle fait ce qu'il faut. Adrien, s'il te plaît, viens. Peut-être qu'on pourra trouver une solution ensemble. D'accord, je prendrai mon vendredi et je prendrai l'avion. Je te verrai vendredi matin. Merci, mon fils. J'espère vraiment que tu pourras la raisonner. Maman, ne te fais pas trop d'illusions. Les alcooliques écoutent rarement la raison. Vendredi était pluvieux et froid. J'ai accueilli Adrien à l'aéroport et j'ai été frappée de voir à quel point il avait changé ces derniers mois. Il avait maigri, vieilli, et il y avait une dureté dans ses yeux. Il portait un costume cher et ressemblait à un vrai caïd. « Salut, maman », dit-il en me serrant dans ses bras. « Comment tiens-tu le coup ?»« Pas bien, mon fils. Pas bien du tout. Montre-moi ton nouvel appartement, et ensuite nous irons à la maison. Voyons ce qui s'y passe. » Il aima l'appartement. Il fit le tour des pièces, regarda les meubles et hocha la tête d'un air approbateur. « C'est magnifique. C'est dommage que ce ne soit pas pour Valérie. Je voulais tellement la rendre heureuse. Je pensais qu'elle serait heureuse. Maman, les alcooliques ne savent pas être heureux. Il n'y a qu'une seule chose qui compte pour eux. Où trouver leur prochaine dose. Ne dis pas ça. Ce n'est pas une toxicomane. L'alcoolisme, c'est la même chose qu'une drogue, mais légale. Vers 14 heures, nous nous rendîmes à la maison. La musique s'entendait de loin. Une musique forte et agressive qui couvrait tous les autres sons. Il y avait des déchets partout dans la cour. Mon Dieu, marmonna Adrien en regardant la maison. Qu'ont-ils fait de notre maison? La maison avait en effet l'air terrible. Les fenêtres brisées étaient recouvertes de carton. La porte d'entrée était cassée et pendait sur une seule charnière. La clôture était tordue et le portail était grand ouvert. Mes fleurs préférées avaient été piétinées et la pelouse était un désordre sale. Adrien, peut-être qu'on ne devrait pas. Peut-être qu'on devrait appeler les gendarmes. Non, maman. Je vais d'abord essayer de parler gentiment à ma sœur. Nous nous approchâmes de la maison. Plusieurs hommes ivres étaient assis dans la cour, jouant aux cartes et buvant de la bière. Ils nous regardèrent avec intérêt. « Et, qui êtes-vous » cria l'un d'eux. « Qu'est-ce que vous voulez ?»« Nous sommes les propriétaires de la maison, » répondit calmement Adrien. « Où est Valérie ?»« Valérie est à l'intérieur. »« Qui êtes-vous ?»« Je suis son frère. »« Et cette femme ?»« C'est ma mère. Elle est la propriétaire de la maison. » Les hommes se regardèrent et rirent. « La propriétaire ?» Valérie a dit que la vieille avait déménagé. Que la maison était à eux maintenant. Valérie se trompe, dit fermement Adrien. Appelez-la. L'un des hommes se leva à contre-cœur et entra dans la maison. Une minute plus tard, Valérie apparut. Elle avait l'air encore pire qu'il y a 2 semaines. Elle était maigre, sale, et ses yeux étaient troubles. Elle tenait une canette de bière à la main. Adrien. Elle ne reconnut pas son frère tout de suite. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te parler. Et ramener maman à la maison. À la maison? Quelle maison? Maman est partie d'elle-même. C'est notre maison maintenant. Valérie, c'est la maison de ta mère. Tu es une invitée ici.
Une invitée. Elle rit. J'ai grandi ici. C'est la maison de mon enfance. Tu as transformé la maison de ton enfance en repère. Regarde ce que tu as fait. Je n'ai rien fait. On vit juste comme on en a envie. Valérie, les voisins se plaignent. Les gendarmes sont là tous les jours. Tu ruines tout le quartier. Les voisins peuvent s'occuper de leurs affaires et les gendarmes peuvent aller se faire voir. Valérie, ça suffit. Fais tes valises et pars. Maman revient dans sa maison. Je ne vais nulle part, cria Valérie. C'est ma maison. Je vais vivre ici. Adrien sortit quelque chose de noir et de métallique de la poche de sa veste. Un pistolet. Je haletai d'horreur. Adrien, qu'est-ce que tu fais? Je résous un problème, maman. Valérie, tu as 10 minutes pour faire tes valises et sortir d'ici. Tu me menaces. Valérie pâlit. Je ne te menace pas. Je t'avertis. 10 minutes. Les hommes ivres dans la cour commencèrent à se lever, ayant clairement l'intention d'intervenir, mais Adrien se tourna vers eux. Je vous suggère de partir aussi. Sinon, il y aura des problèmes. Va te faire foutre, cria l'un d'eux. On n'a pas peur de toi. Vous devriez, dit calmement Adrien. Je ne plaisante pas. Léo sortit de la maison. Il était ivre aussi, se balançant sur ses pieds. Que se passe-t-il ici? Demanda-t-il. Qui sont ces gens? C'est mon frère, dit Valérie. Il veut nous mettre dehors. Vous mettre dehors? De notre maison? Léo se rapprocha d'Adrien. T'es qui, putain? Je suis celui qui va maintenir l'ordre ici. Dégage d'ici avant que je ne change d'avis. Dégage, toi! Léo visa un coup de poing sur Adrien. Mais Adrien fut plus rapide. Il rangea le pistolet, attrapa le bras de Léo de la main gauche et le frappa en plein visage de la droite. Léo tomba, se tenant le nez cassé. Adrien! Criai-je. Qu'est-ce que tu fais? Je lui donne une leçon. Léo, lève-toi, sors et ne reviens jamais dans cette maison. Léo se releva avec peine, le sang coulant de son nez. Valérie se précipita vers lui. Adrien, tu es fou. Comment as-tu pu frapper mon mari? Facilement. Il a frappé le premier. On ne partira pas. C'est notre maison. Valérie, ton temps est écoulé. Soit tu pars de toi-même, soit je te sors. Tu ne peux pas mettre ta propre sœur dehors. Je peux. Tu n'es plus ma sœur. Tu es une ivrogne qui ruine la vie de ma mère. Valérie regarda son frère avec horreur. C'était probablement la première fois depuis longtemps qu'elle le voyait comme ça. Dur, déterminé, inflexible. Bien, dit-elle finalement. On partira. Mais ce n'est pas la fin. On trouvera un moyen de revenir. Vous ne le ferez pas. Je m'en assurerai. Valérie et Léo commencèrent à rassembler leurs affaires. Les hommes ivres se dirigèrent également vers leur voiture. Une demi-heure plus tard, la cour était vide. Adrien ferma la maison avec une nouvelle serrure qu'il avait apportée. Adrien, pourquoi as-tu apporté une arme? Demandai-je quand nous fûmes seuls. Maman, la seule façon de parler à des gens comme ça, c'est par la force. Valérie et Léo sont devenus des animaux. Ils ne comprennent que les menaces. Mais c'est ta sœur. C'était ma sœur. Maintenant, c'est une alcoolique qui détruit tout ce qui l'entoure. Adrien, ne dis pas ça. Elle est malade. Elle a besoin d'aide. Maman, elle a besoin de traitement. Un traitement obligatoire, mais elle ne voudra pas se faire soigner. Je sais que c'est difficile pour toi, mais regarde la vérité en face. Valérie est devenue instable. Elle mentira, volera et détruira tout ce qui l'entoure pour sa dose. Adrien, ne parle pas comme ça. Maman, j'ai vu des gens comme elle. Ils ne changent pas tant qu'ils n'ont pas touché le fond. Et parfois, même toucher le fond n'aide pas. Nous sommes retournés à l'appartement. Adrien fit du thé et s'assit à côté de moi sur le canapé. Maman, je sais que tu souffres, mais tu as bien fait de les quitter. Ne te blâme pas. Comment ne pas me blâmer? C'est ma fille. Ça veut dire que je l'ai mal élevée. Maman, tu nous as élevés tous les deux de la même manière. Regarde-moi. Je ne suis pas un alcoolique. Valérie a choisi cette vie pour elle-même. Nous restâmes assis en silence, chacun perdu dans ses pensées. Je pensais à la petite Valérie, qui avait été si joyeuse et si gentille. Où était cette fille?
Quand avait-elle disparu? Adrien, merci. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Maman, je serai toujours là pour toi. Si quelque chose arrive, appelle-moi tout de suite. Et si Valérie revient? Elle ne reviendra pas. Je vais mettre une alarme sur la maison. Si elle essaie d'entrer par effraction, les gendarmes viendront. Adrien, et si elle veut juste parler? Maman, si elle veut parler, elle peut t'appeler. Mais je ne la laisserai pas entrer dans la maison tant qu'elle ne se sera pas fait aider. D'accord, dis-je. Tu as probablement raison. Mais mon cœur me faisait mal. Quelque part dans cette ville, ma fille errait, malade, perdue et seule. Et je ne pouvais rien faire pour l'aider, car elle ne voulait pas d'aide. Maman, ne te culpabilise pas. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Maintenant, c'est à elle de jouer. Je sais, mais ça fait toujours mal. Ça passera. Ça passera avec le temps. Adrien resta avec moi pour le week-end, m'aida à ranger l'appartement et installa de nouvelles serrures sur la maison. Le dimanche, il repartit pour Paris, promettant de venir plus souvent. Je restais seule avec ma douleur et mon espoir. La douleur d'avoir perdu ma fille et l'espoir qu'un jour, elle se ressaisirait et reviendrait. Mais pour l'instant, tout ce que je pouvais faire, c'était attendre. Je songeais à la possibilité de vendre la maison, mais dans tous les cas, ma fille n'y vivrait plus.